Hey Étienne, Oui. mes parents ont retrouvé une time capsule de Pour vrai? du jeune Baptiste dans le grenier, ouais. Sais-tu ce qu'il y avait dedans? Non. Ma propre nomination aux Oscars, devine qui a gagné. J'ai aucune idée. Mortal Kombat. Faut pas truster un Baptiste qui est jeune. Mortal Kombat! I deeply love. J'adore ça. J'adore. I deeply, deeply, deeply love. Ah, bon. Wow. C'est pour ça, Baptiste, que tu votes pas aux Oscars, pour vrai. Initiative? J'ai roulé 13. J'ai roulé 15. Oh, mais tu animes encore. Je pense que je suis sur un strike d'animation. C'est le fun, ça. Bon, ben bienvenue à bord de J'adore ça, mes petits astronautes. C'est encore animé par des humains. Étienne est bel et bien humain, je confirme. Et je suis un humain, même si vous ne pouvez le vérifier. Je suis fait de chair et d'os. On est vraiment heureux que vous soyez des nôtres. Le sujet d'aujourd'hui, les meilleurs pires films. Oh yes. Donc des films qu'on a, nous, adoré dans notre jeunesse, qu'on a considéré comme culte, mais à bien y penser, avec du recul, c'est peut-être un peu parfois mauvais. Fait que d'abord, comme d'habitude, on rattrape le temps perdu depuis le dernier épisode d'Étienne. Qu'est pas ça? Écoute, j'ai hâte de te parler de navets, là. J'ai hâte de te parler de mauvais films. mais faut que je revienne sur le fait que on a eu une soirée de board games avec les fans du podcast. C'est vrai. On a joué à Pax Pamir avec The Norse et également JP. J'aurais vraiment aimé ça être là. Mais t'as manqué quelque chose. C'était comment? Raconte-moi ton C'était comment? Expérience. Écoute, je pense que je serais capable d'expliquer mieux la Constitution américaine que les règles de Pax Pamir. C'est... Ah, pour vrai... Ah ouais, c'est compliqué? J'ai regardé une vidéo avant d'y aller. Je me suis dit, OK, je vais me préparer. OK, je vais comprendre les règles de ce jeu-là. Parce que, tu sais, la prémisse, c'est que ça se passe en Afghanistan après la chute d'un empire. Puis là, il y a d'autres empires, c'est-à-dire l'empire russe, l'empire anglais, qui essaient de prendre le contrôle de la zone. Mais toi, tu joues comme des chefs de tribu, puis tu dois essayer de tirer ton épingle du jeu là-dedans. Pour celles et ceux qui nous écoutent, il y a quelques épisodes, je posais la question, est-ce que l'histoire de Pax Pamir est vraie? Et la réponse est oui. Oui, c'est vrai. C'est ça. Non seulement ça, dans le jeu, il y a tout plein de cartes, puis dans les cartes, toutes les cartes sont uniques, toutes les cartes représentent quelque chose de réel, soit une vraie personne, puis là, il y a des faits historiques sur les cartes, c'est vraiment cool. Ah, cool. Mais ça pour dire que j'ai regardé une vidéo de 20 minutes pour comprendre les règles, puis c'est un channel YouTube qui est dédié à ça, expliquer des règles de jeux de société. Alors, je pense que je sais duquel tu parles. ARTFM, ça s'appelle Read the Fucking Manual. Oui, tout à fait. C'est ça, exact. C'est lui. Bon. Et malgré que ce gars-là était un expert pour expliquer des règles de jeu, je ne comprenais absolument rien. Et quand je suis arrivé là-bas, c'est après quelques tours que j'ai fait comme « Oh! Ben, j'ai fait que des conneries depuis le début. » D'accord. C'est drôle, c'est un jeu de... Attends, Baptiste. Je te connais. Écoute, c'est un jeu d'opportunité, c'est un jeu de compétition, puis parfois de collaboration. Puis ce qui se passait, c'est que moi, je me faisais utiliser par tout le monde. J'étais la marionnette de tout le monde. Puis juste dans le but de survivre, fallait que j'écoute le deuxième joueur le plus fort pour m'allier avec lui contre le premier joueur le plus fort. Et ces joueurs-là alternaient constamment entre The Norse puis JP. C'était drôle parce que je me faisais ramasser puis j'arrêtais pas de me dire « Mais quel bon jeu! C'est excellent! » J'aime me faire utiliser. Puis à la fin, ce qui s'est passé, c'est comme les deux gros joueurs se sont rentrés dedans, se sont détruits, au final, il restait moi. Donc oui, j'ai gagné. Je te jure, j'ai gagné juste alors que j'ai rien fait de bon. Il est chiant, Étienne, parce que peu importe son histoire, c'est genre, ben oui, j'ai quand même gagné ma première game à ce jeu-là. Je suis parti, faut pas me montrer les nouveaux tous jeux. Les trucs qu'il recommandait de pas faire en début de game, puis là, je me suis fait utiliser du début à la fin, puis là, finalement, c'est moi qui ai gagné.
Il est chiant. Mais c'est un excellent jeu. Pour vrai, Pax Pamir, c'est un jeu qui ressemble est à quoi, bien le vide de même? crafté. T'as genre un board, puis là, t'as des pièces dessus, puis... Oui, c'est ça. Puis il y a des pièces que tu peux... Il y a des pièces qui représentent des unités militaires et des routes. Puis il y a des pièces qui représentent des espions, puis des tribus, puis des trucs comme ça. Puis il y a tellement de règles. Il y a tellement beaucoup de règles, c'est fou. Mais un coup, tu comprends la mécanique, ce qui est difficile, mais il faut le vivre pour le comprendre. Là, ça devient extrêmement passionnant. C'est le même créateur du jeu que Root. C'est lui qui a créé Root également. Ouais. Ah ben. Donc, celui qui a créé Arx, puis en tout cas, peut-être d'autres, là, je sais comme plus. Mais en tout cas, c'est Leader Games, mais je sais pas si c'est le même créateur en arrière de tous ces jeux-là. Bref. Moi, je sais pas. Au pire, on demandera à JP ou on regardera plus tard. Donc oui, Pax Pamir, voilà. Cool. Recommandation. Forte recommandation. Très cool. J'ai regardé le film Je suis toujours là. Un film brésilien. C'est quoi donc ça? Qui a été nommé aux Oscars. Oui. Sur l'arrivée de la dictature au Brésil. Je ne sais plus dans quelles années, mais c'était c'est ça, c'était peut-être années 70-80, excusez-moi. Pour vrai, l'histoire du Brésil, je me suis rendu compte à quel point je la connaissais très peu en regardant ce film-là. Puis mais c'était super bon, très bon jeu d'acteur. C'est dans le fond l'histoire, est-ce que Étienne du futur peut dire à quel timestamp sauter si jamais vous ne voulez pas être spoilé de l'histoire? Pas de problème. Avancez à 8 minutes 28 pour éviter les spoilers. Je vais essayer de vous faire un court synopsis. C'est l'histoire il y a un député qui était un député... d'un parti d'opposition à les militaires puis ceux qui cherchent à prendre le pouvoir. Puis quand les militaires arrivent enfin, ils emprisonnent ce père de famille-là. Puis tu vois surtout le reste de la famille tout le long, parce qu'en réalité, tu sais pas où le père est passé tout le long du film. C'est un peu ça, le « je suis toujours là », c'est que le père, ils ont toujours espoir que leur père est en vie. Peut-être à quelque part, ou du moins ils ont jamais eu la confirmation du gouvernement qui était mort ou quoi que ce soit. Bref, fait que c'est ça, c'est une histoire vraie là, tu sais. Puis tu vois ce qui se passe avec la famille, le reste de la famille, 2 personnes qui se font interroger dans des prisons, etc. Puis c'est vraiment c'est ça, c'est rempli d'émotions, c'est super beau. L'actrice principale qui joue la mère de famille est malade mentale. Moi j'ai vraiment adoré ça. Puis, c'est ça, c'est comme... Au début, c'est très lent. Les 30 premières minutes, t'es comme, voyons, il me semble qu'il est censé y avoir un drame bientôt qui se produit, puis t'as juste vu un hélicoptère passer au-dessus d'une plage au début, puis 1 ou 2 camions de militaires à un moment donné à un autre endroit, mais c'est tout. Puis là, dès que le député, le père de famille se fait arrêter, là, ça commence, là, ça enchaîne. Okay. Puis c'est vraiment... j'ai vraiment aimé ça. Puis je le regardais avec mon beau-frère qui est d'origine portugaise. Donc lui, il comprenait tout en langue originale. C'est ça. Mais c'était très cool. Ouais. C'était cool. Écoute, t'as du goût finalement pour les Oscars, Baptiste. Peut-être que dans 20 ans, ça sera un navet, hein, qui sait? Ouais, mais Mortal Kombat a jamais jamais été nominé. Je disais comme ça. C'est vrai. De mon côté, j'ai fait du rattrapage, Baptiste. Qu'est-ce que t'as fait? On a parlé de Black Mirror pendant quelques épisodes. Voyons donc. Tu t'es rendu où, là? En fait, je suis allé stratégique. Je me suis dit, je vais pas me taper 7 saisons. Non, c'est un peu long. D'épisodes dystopiens. Je vais finir déprimé. Donc, ma blonde a sorti un top 15. Je pense que c'est Variety qui l'avait sorti, mais top 15 des meilleurs épisodes de Black Mirror. Je suis curieux du top 15. Je l'ai pas vu, ce top 15-là, parce que je les ai tous vus, mais je suis curieux de savoir c'est quoi le top que tu as regardé, toi. Moi, personnellement, il y en a là-dedans que j'ai trouvé pas excellent. Okay. Mais il y en a là-dedans que j'ai vraiment adoré. Puis, leur top était numéroté. Je pense que leur numéro 3, je suis
agressivement contre leur choix. Ok. Leur numéro 3, en gros, c'était l'épisode de la princesse qui se fait kidnapper, puis là, le premier ministre doit faire des actes que je ne peux pas vraiment nommer sur le podcast. Ouais. C'est drôle que tu sois contre ça, parce qu'il y a beaucoup de la critique populaire, puis de la critique, on va dire, standard, là, qui a adoré cet épisode-là. C'était comme celui qui a kickstarté toute la franchise, puis toutes les suites. Oui, parce que c'était la première saison, mais moi, personnellement, j'ai pas trouvé ça... Le pire, c'est que je suis d'accord avec toi, Étienne. Je l'ai pas tant apprécié, mais la critique avait l'air de l'adorer. Ouais. C'est ça. Mais bref, en tout cas. C'est drôle parce que, OK, disons, à un moment donné, on est arrivé à un épisode qui s'appelle Beyond the Sea, avec Josh Hartnett puis Aaron Paul, deux astronautes qui sont dans l'espace, mais ils ont des robots, 2 sur Terre. Ça devrait être l'inverse. Mm-hmm. OK, on s'entend, ça devrait être l'inverse. Mais tu sais, dès le départ, tu te dis comme, OK, ça devrait être l'inverse, mais pour que l'histoire ait lieu, il faut que ce soit dans ce sens-là. Donc, je vais régler mes attentes en conséquence. Puis, tu te rends compte que Black Mirror, c'est comme ça. Tu dois régler tes attentes en conséquence. Puis, pour cet épisode-là, je l'ai vraiment aimé. Je l'ai trouvé excellent. Mais l'épisode que je mentionnais tout à l'heure, j'ai eu beau régler mes attentes, il n'y avait rien de réaliste dans les réactions des gens, dans les réactions du premier ministre, les réactions. Fait que tu sais, il y en a que j'ai pas embarqué. Par contre, j'aime mieux parler de ce que j'aime que de ce que j'aime pas. Ben oui. Dans mes préférés, en fait, je me suis rendu compte que c'est quand il y a du développement de personnages. Quand on suit un personnage et que le sujet, c'est pas la dystopie, c'est les personnages dans la dystopie ou les personnages dans la technologie. C'est ceux-là mes préférés. Mon préféré de tous, c'est USS Callister. C'est celui que c'est comme Star Trek dans le fond. C'est pas pour rien qu'ils ont fait un USS Callister 2 dans la dernière saison qui est sortie. C'est parce que dans ma tête à moi, c'est aussi dans le top 3 de tous les épisodes de Black Mirror. Là. Il est excellent, celui-là. Là. Pour ceux qui l'ont pas vu, la prémisse, c'est qu'il y a un génie du jeu vidéo qui crée un jeu vidéo dans lequel tu peux t'immerser puis vivre un peu un genre d'univers un peu Star Trek. Mais lui, il trippe sur Star Trek. Il l'appelle pas Star Trek dans la série, mais lui, il a fait un mode de son jeu. Et j'allais dire coéquipiers, c'est pas des coéquipiers, mais les gens sur son vaisseau, c'est de ses collègues de travail dont il a pris l'ADN. Puis avec son ADN, avec leur ADN, il les injecte dans le jeu. C'est ça. Là, encore une fois, faut régler nos attentes parce que Black Mirror dit ton ADN contient tes souvenirs jusqu'au moment où ton ADN a été extrait. Ça, c'est un truc un peu étrange, mais c'est tellement bon. C'est excellent. C'est excellent. Il y a beaucoup de personnages, leur personnalité joue un rôle, puis c'est super. Il y en a un autre que j'ai aimé qui s'appelle Eulogy. C'est celui où il y a un personnage qui doit raconter des souvenirs qu'il a vécu avec d'une personne décédée pour ses funérailles. Très, très bon. Mais puis il revisite les souvenirs à partir grâce à des photos, dans le fond. C'est comme s'il allait vivre dans la photo puis voir ce qui se passait. Essayer de se souvenir d'une personne qui a volontairement essayé d'oublier pendant toute sa vie. C'était excellent. As-tu vu finalement celui que je t'avais parlé, le Bête Noire? C'est le premier que j'ai regardé, Bête Noire. C'est le numéro 15 sur la liste. Il était vraiment drôle, il était vraiment bon. Moi, j'ai tellement aimé ça, là, en tout cas. Bref, tu l'as vécu, celui-là. Parfait. C'est une super bonne série, Black Mirror. Oui, mais ça peut être inégal, je suis d'accord avec toi. C'est hyper inégal. Puis, c'est un peu comme Love, Death, Robots. Ouais, exactement. Parce que, tu sais, puis, mettons, dans certaines séries, ils ont fait ça, là, ils se passent la balle entre différents réalisateurs pour différents épisodes, mais il y a des séries où t'as toujours le même fil narratif, tu suis toujours la même histoire. Là, c'est vraiment des univers complètement différents à chaque fois, puis des scénarios complètement différents, puis des acteurs complètement différents. Fait que ça se peut que d'un épisode à l'autre, tu sois très content ou très déçu. Tu sais, ça peut varier, en effet. Je suis assez d'accord avec ça, Ouais, tout à fait. Donc, non, avais-tu vu le musée qui fait comme la... Voyons. Comment il s'appelle? Je crois pas.
OK. Je crois pas que j'ai vu de musée. Mais c'est genre un musée de pas de l'épouvante, là, mais il présente plein de trucs qui se sont voulus comme des expérimentations un petit peu sci-fi, mettons, là, mais qui ont tout chié, genre. Puis cet épisode-là, c'est... Ouais, moi, je l'ai adoré. Est-ce que c'est celui d'un gars qui va tester un jeu vidéo expérimental? Non. Non, OK. Non. Celui-là, je l'ai vu, mais... Okay. Oui, celui-là est très cool aussi. Ouais. Mais c'est drôle parce que, c'est ça, tu sais... j'en ai parlé aussi à un collègue de travail, puis il a dit donc t'as dû voir tel épisode. Puis tout le monde a le goût. Non, je l'ai pas vu, lui. C'est ça. Donc j'ai vu un top 15, mais il y en a là-dedans que j'ai pas aimé, puis il y en a là-dedans que j'ai adoré. Donc... Ah, mais t'as quand même regardé tout le top 15, là. T'as pas juste... Oui. Okay. Ouais, puis là, celui qui me manquait à regarder, c'est la suite de USS Callister, donc je vais aller le regarder demain, puis ça va être... Tu parles de développement de personnages. Moi, je trouve qu'il y en a un épisode en particulier auquel j'ai pensé quand tu m'as parlé de développement de personnages aussi, c'est... je me rappelle plus du nom, mais c'est celui où il y a comme un système de tout le monde se like ou se dislike, puis ça te donne un score social. Ah oui, avec Bryce Dallas Howard. Oui, je l'ai vu. C'est celui-ci, en termes de développement de personnage, man, t'es à 200% là-dedans, là, tu sais, à la fin, quand elle envoie chier son partenaire de cellule, là, c'est, en tout cas, c'est ça. Non, la fin est magnifique et magique. Ils sont enfin libres. Oui, de pouvoir s'insulter. Maintenant qu'ils sont en prison. C'est tellement bon. Mais ce qui est drôle là-dedans, c'est que je sais pas si t'es un fan de la série Community. Je l'ai jamais vu, mais oui, beaucoup entendu parler. Community avait déjà fait cet épisode-là. Ah ouais, hein? Okay. Community avait déjà fait cet épisode-là. Il s'appelle Meow Meow Beans. OK. Je cherche pas le lien. En gros, je pense que c'est des gens qui ont créé une application pour justement se rater entre eux, mais comme tous les noms d'applications étaient déjà pris, le seul qui restait, c'était Meow Meow Beans, un truc comme ça. Mais c'est la même chose, mais qui se prend pas au sérieux. Okay. C'est exactement pareil, mais ça se prend pas au sérieux. Ouais, c'est ça. C'est drôle. Ah, c'est drôle, ça. Oui. Si vous avez pas vu Community, d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites? Là? Qu'est-ce que vous Arrêtez votre voiture. Allez regarder. Non, écoutez-nous. Au moins les 3 premières saisons. Si les gens s'arrêtent en voiture, c'est pour nous écouter. C'est pas vrai. C'est bon. Donc, Black Mirror, de ton côté? Je t'avais parlé de Dropout TV avec l'émission Make Some Noise, que j'ai presque fini les 3 saisons. Super bon. Puis là, je me suis lancé dans... Ils ont comme plein d'autres petites émissions. Là. Je veux juste faire une mise en contexte. Dropout? Dropout, c'est les anciens de College Humor. C'est ça. C'est l'un des gars de College Humor qui a racheté College Humor quand ça allait crasher solide parce que le groupe à qui ça appartenait voulait le revendre puis que c'était pas profitable. Puis j'ai vu une entrevue de ce gars-là qui parle de « Hey, je l'ai racheté pour je sais pas combien de millions. » Le gars est un peu friqué quand même. Wow. Puis, il a dû passer de 105 employés chez College Humor à 7 employés pour partir Dropout TV. Ouais. Il a dit ça, c'était gut-wrenching. C'était vraiment... mais il disait, tu sais... Moi, je rachetais quelque chose, puis il fallait que ça soit profitable, puis que ça fonctionne. Fait que malheureusement, c'est ça. Fait que là, il s'appelle Sam Reich, que vous allez voir un jour si vous regardez des émissions sur Dropout TV. Il apparaît très souvent. Là. C'est lui le producteur exécutif de toute cette patente-là. Mais il est vraiment brillant dans ses concepts. Là. C'est vraiment intéressant ce qu'il amène dans le domaine de l'impro, puis de renouveler ça. Puis là, c'est ça. Bon, lui, il a racheté ça, puis maintenant, il fonctionne seulement comme streaming subscription. C'est tout ce qu'il fait rouler, là. C'est vraiment juste ça. Puis, combien ça coûte? Ça coûte, je crois que j'avais regardé, c'était 7 US par mois, je crois. 7 ou 8 US par mois. Fait que moi, je me suis dit, hey, ces temps-ci, je regarde presque rien de Disney+. Je lâche Disney+, puis je vais me prendre Dropout TV. Je vais aller voir toutes leurs affaires. C'est vraiment, vraiment cool. Il y a du monde là-dedans qui sont très drôles. Puis c'est ça, fait que j'ai commencé certaines de leurs émissions. Il y en a une qui s'appelle Game Changer, qui ressemble un peu à Make Some Noise. Fait que là, il y a 3 comédiens qui viennent et qui ont chacun leur pupitre avec des points dessus. Sauf que, contrairement à Make Some Noise, où le concept est le même à chaque fois, tu te fais donner une ligne, un prompt, puis là, il faut que tu improvises avec ça. Ben là, les règles du jeu changent à chaque fois. C'est jamais la même affaire. Fait qu'il y en a à un moment donné, le jeu, c'est genre Sam Says.
sais, comme Jacadi a dit. Ouais, comme Simon Says. Exactement, fait que c'est ça. Puis là, il y a d'autres jeux où c'est comme, genre, Sam Reich fait juste dire, bon, ben c'est parti. Puis là, les gens, faut qu'ils devinent qu'est-ce qu'ils ont à faire. Puis ça, c'est drôle, parce qu'à un moment donné, c'est comme... Là, il y a genre 3 filles, elles sont devant leur pupitre, puis là, il y a juste comme une pièce d'une cuisine avec un comptoir, puis là, il y a une table à manger avec des trucs, puis tout. Puis c'est dans cet épisode-là, Sam Reich fait « Bon, ben c'est parti. Vas-y, telle personne, avance, toi, puis fais quelque chose. » Puis là, elle avance, puis c'est le concept de, tu sais, quand t'es chaud ou t'es froid, là. OK. Tu tu dis t'es chaud, tu brûles, puis ou t'es froid. Mais là, sauf qu'il le fait avec des sons de public qui font bouh ou ah. Puis là, genre, faut que tu décroches le téléphone et que tu cries dedans, faut que tu rentres dans le réfrigérateur, faut que tu prennes un pot puis que tu le brises au sol, faut que tu sais, c'est comme c'est drôle, c'est tellement drôle. Ça me fait penser à... Je sais pas si tu as connu Whose Line Is It Anyway? Oui, ben c'est clairement inspiré de ça. Là. Il y a une version québécoise de ça. Ah oui? Ça a duré 1 an ou 2. Ça s'appelait Kamikaze. OK. Ça passait à Radio-Canada dans le temps. Mais ça manque, je trouve, Whose Line. Je pense qu'ils en font encore des Whose Line, mais l'aura qu'elle a avec est plus tant là. T'es pas la première personne que j'entends parler de Dropout. J'ai l'impression que c'est le successeur spirituel de Whose Line. Définitivement. Puis d'ailleurs, ils invitent à un moment donné dans un épisode de Make Some Noise l'un des gars de Whose Line Is It Anyway à jouer. Lequel? OK, attends, il y en a 3 qui sont récurrents. Le Black. OK, ben ça, c'est celui qui chante. C'est Wayne. Wayne Brady. Wayne Brady. Ouais. Puis justement, c'est un épisode où ils ne font que des chantés. Ils ont un pianiste, puis toutes les improvisations, c'est des chantés. Oh, écoute, wow. c'est débile. Puis l'un des derniers épisodes de Game Changer que j'ai vu aussi, c'était pas avec Wayne, mais c'était avec 3 autres improvisateurs qui sont très, très bons. Puis ils font une genre de comédie musicale tout le long. Il y a un pianiste qui est super bon. Puis là, j'ai vu des extraits de ça, oui. Ils ont un système où ils mettent un spot sur une personne en disant, puis là, Sam Reich fait de la narration en disant, et telle personne arrive enfin au stade de baseball pour s'entraîner. Puis là, ils font genre les discours comme dans une comédie musicale, puis ils partent sur des envolées. Pour vrai, c'est débile. Débile. J'aime pas ça parce que je vais devoir m'abonner. Encore un abonnement. Moi, je peux pas me désabonner de Disney+. J'ai fait la bêtise de prendre l'abonnement annuel. Ah, ouais. Et je regrette tellement. Je dois dire que j'aime la capacité de pouvoir bouger, même si ça veut dire que ça me coûte plus cher par mois. Ok, c'est ça. Ouais. En tout cas, voilà, c'était mon point de Dropout TV aujourd'hui. Toi, Étienne? Ouais. Écoute, j'ai 3 choix. Je vais en choisir juste un. Okay. Je vais y aller d'un lancer de dés. Puis, Black Myth Wukong. Ah, ben c'est le jeu. Ouais, un jeu Black Myth Wukong sur PlayStation. Qui parle de... Oui, tout à fait. Je vois de quoi tu parles. Encore une fois, je suis pas un joueur de PlayStation. Je suis pas un joueur de ce genre de jeu habituellement. Mais depuis un petit peu moins d'1 an, j'ai une PlayStation. Je découvre toutes sortes de jeux intéressants. Exactement. Puis, j'ai loué à la bibliothèque. Oui, j'ai loué un jeu à la bibliothèque. J'ai loué Black Myth Wukong. Nice. Et tout ce que je savais sur ce jeu-là, c'est que c'est inspiré de la même légende qui a inspiré les personnages de Son Goku dans Dragon Ball. Tout à fait. Il y a aussi un personnage Wukong dans League of Legends. Il y a aussi un roi singe dans certains anciens jeux vidéo ou séries ou je ne sais quoi qui existaient. Puis ça fait toujours référence à ce fameux Wukong-là. Ouais. Exactement. Et donc, je me suis dit... Hey, ça va être cool, ça va être un jeu de combat, ça va être un jeu, on verra, mais je suis sûr que ça va être cool. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir et également beaucoup de frustration parce que techniquement, c'est comme Elden Ring, c'est juste moins open source. Open world. C'est très non open source, mais c'est pas open world non plus. Il y a peu de jeux Sony qui sont open source, Étienne. Je te confirme que c'est pas open source. Mais quoi qu'en même temps, je l'ai pris à la bibliothèque, ça m'a rien coûté. Bon, j'ai juste pas pu jouer dans le code. Mais
c'est ça, c'est Elden Ring, mais pas open world. Dans le fond, j'imagine que c'est comme n'importe quel Dark Souls, mais il pardonne un peu plus. OK, tant mieux. C'est pas... Ben, la différence que j'ai trouvée vis-à-vis, disons, Elden Ring, il se fout de ta gueule parce que quand tu meurs, tu perds tous tes points d'expérience / ta monnaie, dans le fond, qui est la même currency. Black Myth Wukong te dit, ah, regarde, tu vas mourir, c'est normal, mais on va pas te pénaliser pour ça. Donc ça, c'est un point positif pour Black Myth Wukong à mes yeux. Non, j'ai eu du plaisir jusqu'à ce que... tu l'as quand même fini, là? Je me dise que... Non. OK. Après, je n'ai fait 40%. OK. Puis j'ai fait... c'est assez. T'avais assez goûté au jeu, là. C'était suffisant. Ouais. OK. C'est moins... c'est ça, c'est moins cryptique que un jeu comme Dark Souls. T'as juste un personnage. Ton personnage, c'est clair quand il level up. C'est clair les skills que tu peux prendre. T'sais, tout est plus clair. Ouais. Et c'est un jeu qui a une drôle de façon de raconter l'histoire du jeu. OK. Je sais pas, en fait, c'est très non-américain comme façon de raconter une histoire. Ouais. Mais ça reste que c'était intéressant. Puis, j'ai eu du plaisir. Mais c'est ça. 40%, ça suffisait pour moi. Je te dirais que si je jouais à quelque chose qui s'apparentait à un genre de Souls-like, il y aurait peu de chances que je le finisse. Même si c'est plus forgiving, mettons, en termes de, de système de jeu. Mais pour vrai, celui-là, à plein de niveaux, il pardonne beaucoup plus. C'est juste éviter des coups, c'est plus facile dans ce jeu-là en tout cas, moi, j'ai trouvé que dans Elden Ring. Non, c'était cool. J'ai eu du fun. Sujet principal? Ou, oui, c'est ça. Oui, pourquoi pas? Oui, je flottais dans les airs. En fait, je flottais dans l'espace. Oh. Dans l'espace de ma propre tête. I love it. I deeply love it. OK, alors, on s'est dit chacun un peu qu'on allait se faire un genre de top 3 de ces fameux films-là. Puis ben, moi, je vais y aller avec... C'est ça, fait que je vais le repréciser juste à ma sauce, parce qu'il y a peut-être du monde qui vont se dire, ben voyons, Baptiste, c'est des films cultes. Oui, mais j'ai comme l'impression que pour certaines personnes, ça pourrait ne pas être des films cultes, puis ça pourrait être vu comme des navets. Mais en fait un film culte, techniquement, c'est que t'es pas obligé d'aimer ça. C'est juste qu'il y a un petit groupe de personnes qui vont triper. Qui trippent mais les autres vont dire, mais sinon c'est pourri. Alors, c'est quoi ton film pourri, Baptiste? Je vais commencer par un premier, mais bon, on va y aller en alternance, hein, mais je vais y aller, en fait, c'est drôle, ça aurait pu être, si ça avait pas été ça le sujet aujourd'hui, ça aurait pu être quelque chose que je te dis que j'ai fait depuis le dernier épisode, mais j'ai regardé le film Les Visiteurs. Je l'ai montré à mon beau-frère Joao. Oh boy. Oui. Des choupis de vinasse! Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ce beans? Fait qu'il y a Christian... je vais vous nommer des acteurs très français, puis quand même d'un certain âge. Hein? Christian Clavier, Jean Reno, Valérie Lemercier, qui sont, on va dire, parmi les 3 personnages on va dire, principaux de ce film-là. Puis on suit l'histoire de Godefroy de Montmirail, duc de Papincourt. Puis il y en a d'autres, des titres, je sais plus c'est lesquels. Godefroy de Montmirail aime beaucoup crier Montjoie, Montmirail, Saint-Denis quand il attaque. Ça, c'est hilarant. Mais bref, l'intrigue, c'est que dans ce fameux film-là, ben là, je raconte un film en même temps qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui ont déjà vu, mais... Ah, tout le monde a vu ça. C'est ça. Ben, Joao l'avait pas vu. Ok, ouais, mais lui, c'est sûr que s'il regarde ses films en portugais, ça se peut que... Ouais. Fait que, tout ça pour dire que j'ai regardé ce film-là, puis dans ma tête, j'étais comme, je suis en train de montrer un chef-d'œuvre de mon enfance à mon ami Joao. Et Joao me regarde, il fait... Ben, tu sais, c'était bon, mais c'était un peu grotesque. OK. Fait que là, regardons un petit peu, mais c'est vrai que quand tu regardes avec un peu de recul, tu te dis,
bon, les gags étaient un petit peu faciles. C'était juste c'était même pas, tu sais, il y a des films qui se veulent plus absurdes. Il y a des films qui ont un humour très british, très fin mais très satirique ou etc. Mm-hmm. Lui là, c'est des gros sabots. Genre il y a rien de fin dans ce film-là. Puis même le scénario est un peu fucked up parce que Godefroy Montmirail, avec son Jacou et la fripouille, qui voyage dans le futur, qui se retrouve à nos temps d'aujourd'hui. Puis là, dans les premiers instants, c'est genre, ils tombent sur un facteur de la poste qu'ils insultent comme un sarrasin puis qui détruisent sa voiture. Après ça, ils essaient de trouver un cheval. Là, ils se prennent des steaks à un genre de restaurant grill, je ne sais quoi. Puis il y en a un qui s'enfuit à d'autres chevals, l'autre qui s'est trouvé une amie itinérante avec qui il s'enfuit. Oui. T'es comme, au début, le scénario est comme, mais vous en allez où avec ça? Je comprends pas les fils que vous tirez, toutes les c'est ça, on dirait que vous partez à la pêche, mais vous avez tendu trop de lignes, on sait plus où est-ce qu'on s'en va avec votre film. Puis à un moment donné, ça finit par se replacer, mais tu sais, c'est surtout dans le fond, ce que tu regardes, c'est une suite de gags. C'est surtout ça, ce film-là, tu sais. Je dois dire par contre que il y a quelques gags autres connus, genre à un moment donné, ils sont en train de manger à table, puis là, il y a Jacouille la fripouille qui est par terre parce que lui, c'est un serviteur, donc il ne mange pas à table avec les seigneurs. Puis là, il se fait envoyer des patates pour pouvoir manger par terre, puis là, il s'amuse à jouer avec l'interrupteur parce que lui, il connaît pas ça, un interrupteur. Fait que là, il dit jour, nuit, c'est le grand classique. À un moment donné, ils se mettent à chanter une toune, puis là, c'est comme... Il crée un effet, je sais pas pourquoi, c'est un peu dégueu, mais c'est genre, ils font des gros plans, puis c'est « Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. » Fait que là, t'écoutes ça, puis t'es comme « Mais qu'est-ce que je regarde? » Tu sais, puis au final, ce que j'ai remarqué, c'est que dans toute cette suite de gags-là, il y a quand même une actrice qui se démarque de tout le reste, c'est Valérie Lemercier. Valérie Lemercier, c'est pas forcément le personnage principal, mais elle joue une bourgeoise qui a tellement bien l'accent d'une bourgeoise française, et tout le long du film, elle le tient. Tu sais, c'est vraiment, quand elle dit « Mais monsieur Houille, n'essuyez pas avec votre poncho !» Et puis là, je viens de vous dire juste quelques mots, mais imaginez que tout le film, elle parle tout le temps comme ça. C'est impressionnant pour vrai. C'est vraiment impressionnant. Fait que il y a ça, puis c'est ça. C'est une grosse suite de gags, tu sais. C'est vraiment... j'étais comme, ok, je suis comme... Avec du recul, pour moi, c'est un film culte, mais je peux comprendre que quelqu'un qui le regarde aujourd'hui fait comme... Je comprends pas tant que ça. C'est quoi qui est si culte que ça là-dedans? Surtout quelqu'un qui est pas français. Ouais, c'est même ça. Ici au Québec, là, on le regarde des fois, puis on va rire à des trucs que vous n'allez pas rire. Genre, quelqu'un qui dit Pizza Hut au lieu de... Pizza Hut. Pizza Hut. Moi, ça me fait rire. Moi, ça, c'est le gag de l'année, là, tu sais. Donc, puis des fois, après, ça passe sur du vocabulaire que je comprends à moitié, puis je me dis, est-ce qu'il y a une blague là-dedans ou c'est juste moi qui comprends pas un truc qui est un jargon qui est très français? Je sais pas. Ouais, c'est ça. Fait que, mais voilà, c'est ça. Ouais, puis, mais il y a quand même, il y a un passage que j'ai remarqué, que je me suis souvenu, puis que je me suis dit, quand j'étais jeune, ça m'a impressionné. C'est que, parce que c'était pas arrivé souvent avant dans ma jeunesse de voir ça, mais il y a la descendance du personnage de Christian Clavier. Donc, il y a Jacouille la fripouille qui arrive du passé, puis il y a Jacquard, qui est comme le propriétaire du grand château dans nos temps modernes. Puis les deux sont reliés. Puis c'est Christian Clavier qui joue les deux, évidemment. Sauf qu'à un moment donné, il y a une scène où les deux, Jacouille la fripouille puis Jacquard, sont dans le même plan. Il n'y a pas de genre de on change de plan puis là on met une fausse personne de dos puis etc. Non, ils sont dans le même plan. Puis ça, c'est pas très liché comme résultat, c'est pas impressionnant, mais de mes yeux d'enfant, j'avais jamais vu cet effet-là avant dans aucun autre film, je pense. Fait que j'étais comme un peu flabbergasté de voir 2 fois Christian Clavier dans mon écran, tu sais. J'étais comme, mais comment ils ont fait ça? C'est quoi la magie en arrière de cette C'est la magie du cinéma français. C'est ça. Bon, puis là, je te dis que c'est ça que je me souviens, mais bon, peut-être que je me rappelle plus de tout aussi, mais bref, ça m'avait marqué. Ouais.
C'est ça. Fait que ça, c'était mon premier, Les Visiteurs. Ça en est un excellent. Ça en est un excellent. Moi, j'ai fouillé dans ma tête. J'ai essayé de voir quel film pourrait tomber dans cette catégorie-là. Mais souvent, je me posais la question, est-ce que c'est navet réellement ou c'était quand même... c'est quand même un bon film. Puis là, j'ai pensé à The Naked Gun, qui ici, ça s'appelle L'agent fait la farce. L'agent fait la farce. Oui. Puis en France, c'est comme y a-t-il un flic en tout cas, truc flic. Hey, je m'en souviens tellement plus de ce film-là. Avec Leslie Nielsen. Tu me le dis, oui. Il y a Leslie Nielsen dedans, il y a O.J. Simpson. Mais ça, c'en est un auquel j'ai pensé. Puis je me suis dit, non, c'était quand même bien. Tellement que, justement, en ce moment, ils sortent techniquement, c'est une suite. C'est un remake, mais c'est une suite avec Liam Neeson. J'ai pensé à Spaceballs, mais Spaceballs, c'est encore bon. Je l'ai montré à mon fils, il trippe. Puis ils vont faire Spaceballs 2 dans 2 ans. Je sais pas comment ça va être possible. Ouais. Mel Brooks va avoir 100 ans ou 101 ans, mais il va le faire quand même. Il va le faire, ça va être fou. Puis bref, là, j'ai passé tous les films comme ça de mon catalogue, puis je me disais, j'en trouverai pas. Mais là, j'en ai trouvé un. Puis c'en est clairement un. C'est le film de Mario. Le film de Mario 1993. Ah, c'est vrai, on l'avait-tu mentionné dans l'épisode des 40 ans de Mario ou je me rappelle plus? Je pense que j'avais glissé mot comme quoi ça existait, puis que Mario, le nom Mario, c'est vrai. venait de ce film-là. Ce film-là, c'est une catastrophe à tous les niveaux. Ah, c'est drôle. C'est mauvais, mais je l'aimais quand même. Ouais. Je l'aimais quand même parce que c'était, à l'époque, le seul film qui était inspiré d'un jeu vidéo. Puis Mario, c'était un de mes jeux vidéo préférés. Mario, c'était ma génération. Mario, c'était moi, là. Oui. Donc, il y avait un film de Mario, tu pouvais pas aimer ça. Il y a eu Mortal Kombat peu après, là, comme autre film de jeu vidéo, puis ça, on l'a mentionné en intro, mais moi, personnellement, c'était pas un film que j'aimais, Mortal Kombat. Ah oui, donc, tout à fait. Donc, tu sais, Mario, c'était mon univers, puis dans ce film-là, pour vrai, là, j'y repensais récemment, puis il y a rien qui fait du sens. Quoi qu'en même temps, tu vas me dire, ben oui, mais Étienne, Mario, c'est un plombier qui se promène, qui frappe des briques avec son poing, qui mange des champignons, qui grossit, qui tire des boules de feu, qui se bat contre des tortues, ça fait aucun sens. Mais mais comme, disons que tu acceptes ça comme réalité, ben le film fait encore moins de sens. Ça se passe dans un univers parallèle, sauf que ça se passe dans une ville qui s'appelle pas Manhattan, c'est genre Dino Hatton ou une connerie comme ça. C'est mauvais, là, c'est mauvais. Il y a eu, je sais pas combien de personnes qui ont écrit et réécrit et réécrit ce film-là parce que le studio était pas content, les réalisateurs étaient pas contents. Il y a rien qui fonctionnait dans ce film-là. Les Goombas, c'était pas des Goombas, c'était des gros bonhommes tout bêtes. Oui. Toad, c'était un joueur de guitare. Mario, à un moment donné, le seul endroit dans le film où tu te dis comme « Hey Mario, il faut que tu sautes d'un endroit à l'autre sur la passerelle. » Puis il est comme « Non, moi je saute pas. » Pardon? Mario qui veut pas sauter. Tu sais, il y a des trucs comme ça que c'est comme « Mais ouais, qu'est-ce que vous faites? Ah, mais c'est mauvais. » Puis à la fin, c'est comme, ils peuvent sauter, mais ça leur prend des bottes spéciales avec une charge. Il faut qu'il y ait des charges pour pouvoir sauter haut. Puis, puis le pire dans tout ça, c'est que je regardais le film et je ne comprenais pas l'histoire. OK. Mais c'est pas grave, c'était le film de Mario. Mais t'as aimé ça, c'est ça parce que c'était le seul film de Mario qui ait jamais été fait, genre, ou c'est ça? Oui, c'était un film de jeu vidéo. Ouais, c'est ça. Mario, c'était ma vie, là. Je veux dire, j'étais en quoi, 3e, 4e année, je sais pas trop, puis... Je me demande si, en fait, en préparant mon contenu pour cet épisode-là, je me suis dit, est-ce qu'on était juste plus
plus indulgent avec les films qui sortaient quand on était... on était jeunes aussi, fait qu'on était par défaut fans de quelque chose. Dès qu'il y avait quelque chose dans le titre, genre Mario, t'es comme j'adore Mario, fait que c'est sûr que je vais aimer ça. Tu sais, il y a comme un biais là, qui se crée, mais je me disais, est-ce que parce qu'il y avait moins de contenu, puis qu'on avait moins l'occasion d'aller au cinéma ou de voir des films ou de est-ce qu'on faisait en sorte de s'assurer qu'on ait du fun, genre à aller voir ça, tu sais? On n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. Tu sais, pense-y, là, c'était pas sur demande dans le temps. Là. Non, si tu voulais choisir ce que tu regardais, tu devais aller au club vidéo, sinon tu regardais ce qui passait à la télé. Exact. Puis, oh my God, ce qui passait à la télé, c'était mauvais. C'était encore pire que ça. C'était mauvais. Puis le plus drôle, c'est que le film de Mario, à un moment donné, il est passé à la télé, là, tu sais. Puis je me rappelle quand c'était arrivé, j'avais appelé mes amis, Geneviève puis Simon, puis c'est comme « Hey, le film de Mario est à la télé! » Puis ils sont comme « Viens chez nous, on fait du popcorn, puis on sort le 7-Up! » Puis là, on regardait. Puis le pire, c'est qu'on attendait toujours certains moments du film qu'on savait qu'elle allait arriver. Comme la chanson « Walk the Dinosaur » qui est mauvaise. Mais mauvaise! C'était mauvais. Ou la petite bombe, il y a une petite bombe, une bob-bombe, qui se promène, puis qui avance super lentement, puis à un moment donné, il y a un plan de la bob-bombe d'en dessous. Puis tu vois ses semelles de souliers et la bob-bombe porte des Reebok. Mais nous, on attendait de voir le logo Reebok. Puis c'était comme... Je me rappelle, on était chez mes amis, puis là, on attendait. Puis là, je vous jure, ça avait été écrit Reebok. Puis eux, ils n'avaient jamais remarqué. Puis là, c'est comme on avait une bande de popcorn dans les mains, puis tout. Puis là, on voit Reebok, puis on est comme « Ah! » Puis le popcorn dans les airs. Let's go! Ouais! Reebok! Mais c'est ça. C'est juste... Tu sais, moi, j'entendais les plus vieux autour de moi dire que c'était mauvais. Mais moi, je trouvais pas que c'était mauvais. Parce que justement, je trouvais mon fun dans ce que je pouvais là-dedans. Puis, ouais, c'est ça. Mario. Yes. C'est drôle. C'est drôle, ça. Là, les deux prochains, je les ai associés à une catégorie. Mais je te jure, j'ai pas fait d'autres catégories que ça. C'est drôle dans un top 3 de faire une catégorisation de des trucs. Une catégorie de 2. Ouais, ok, cool. Non, mais... Je trouve ça important de le mentionner parce que je pense qu'il y a quand même des grosses communautés qui les aiment, mais je pense que c'est des films que tu les aimes ou que tu les haïs. Fait que c'est pour ça que je les ai mis là-dedans. Parfait. Parce que moi, je les ai adorés, puis je pense que je les adore toujours, mais que je pense aussi que je connais du monde qui les déteste, puis je peux comprendre pourquoi. Mais tu risques d'être surpris par mes choix. Vas-y. Puis là, je vais juste en faire un des deux. Là, tu feras l'autre après, puis on verra le troisième à la fin. Mais le 5e élément. Le 5e élément, c'est excellent. Je sais que c'est excellent, mais Étienne, je te jure... Mais c'est vrai que c'est un film culte. C'est un film culte, bon, premièrement. Puis je connais du monde qui déteste le 5e élément. OK, donne-moi leur adresse. Donne-moi leur photo. Je m'en occupe. Mais c'est vrai qu'en même temps, je regarde ça puis je me dis, c'est des blagues. C'était, encore une fois, il n'y avait pas beaucoup dans ce temps-là où c'est sorti, mettons, avec Luc Besson qui nous fait une genre de comédie sci-fi, mettons, là, avec un gros casting, des gros effets visuels, etc. Il n'y avait pas beaucoup d'autres films de ce genre-là qui existaient dans ce temps-là. Là. C'était quand même, c'était très, très, très nouveau. Puis je sais pas, en effet, si ce que je me suis demandé, c'était ça le fameux point par rapport à si on reprenait des éléments de certains films aujourd'hui, est-ce qu'ils fonctionneraient toujours aussi bien? Mais je sais pas si dans les genres de gags ou des éléments de scénario du 5e élément, si un réalisateur leur prenait aujourd'hui en disant « Hey, la scène où il y a Ruby Road qui crie sous une table de billard pendant qu'ils avancent, qui fait le décompte de 10 jusqu'à ce que la bombe explose », mais est-ce que ça fonctionnerait encore dans les films aujourd'hui ou est-ce que il y aurait plein de monde qui bâcherait ce film-là en disant hey, c'est pourri cette scène-là puis on comprend pas pourquoi ça existe, t'sais. Fait que c'est ça. Oui, je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends où est-ce que je m'en vais avec ça, là? Bref, c'est là. Puis c'est drôle parce qu'en sélectionnant le 5e élément, je me suis dit j'ai comme l'impression qu'il y a plusieurs films dans lesquels Bruce Willis était la star
qui rentrerait dans la catégorie culte, mais Armageddon. Armageddon. J'y ai pas pensé, mais ça aurait pu être un de mes choix. Tellement navet. C'est juste que j'ai plus de souvenirs avec le 5e élément, puis je le considère comme plus culte, mais Armageddon, c'est un bon navet. Oh puis, my God, mais c'est vrai, Bruce Willis. En fait, ta catégorie, c'est la catégorie c'est Bruce Willis. Ouais, voilà, ok, c'est ça. Non, c'est pas vrai. Mon troisième, c'est autre chose, mais quand même. Mais puis là, j'ai repensé aussi à Die Hard. Je m'excuse, mais j'ai regardé le 2 il y a pas longtemps. Puis là-dedans, là, il y a des trucs qui se peuvent pas. Il y a des méchants qui sont pas crédibles. Comment ils tiennent leur gun, puis comment ils... C'est comme... Il y en a un, il essaye de passer des coins. Tu sais, souvent, les gens ont tendance à tenir leur pistolet sur le côté, le canon levé, genre, puis à allonger les murs, puis allonger les coins de murs. Mais là, il tient un genre de grosse mitraillette, puis il la tient haut dans les airs, comme ça, toujours le canon levé. Puis t'es comme, mais qui fait ça? Qui fait ça, man? Arrête, tu fais quoi avec cette affaire? Il va accrocher un gicleur, puis là, j'ai regardé ça, puis en tout cas, là, je m'étends sur des films de Bruce Willis qui ne sont pas mon film, mais on pourra en parler des films de Bruce Willis. Ça pourrait être un jour une thématique. Mais le 5e élément, c'est vrai que c'est... Oui. C'est drôle parce que le 5e élément, t'as tellement raison de dire soit t'aimais ça, soit pas. Ben, c'est ça. Puis tu sais, je peux comprendre, là, à un moment donné, en passant, le méchant Gary Oldman joue super bien. Va falloir qu'on fasse un épisode sur Gary Oldman au complet. Là, ça, je suis d'accord. Mais il joue un gars qui s'appelle Zorg, qui est comme la définition même, mettons, d'un méchant, d'un gars qui veut infliger le mal. Mais dans son bureau, il y a un espèce de petit éléphant par rapport, genre avec une petite trompe, pis t'es comme, mais qu'est-ce que ça fait là, ça, tu sais? C'est juste pour mettre une bibite alien dans son bureau avec lui. Puis là, il y a les petits robots qui ramassent un dégât, genre, ou je sais plus trop quoi. T'as comme plein de petits éléments de même, pis t'es comme, ok, mais... Ben, c'est la secrétaire qui se fait les ongles, mais elle fait juste comme rentrer son ongle dans un truc, puis quand elle ressort instantanément, l'ongle est d'une autre couleur. Je sais pas comment ils ont fait ça de manière pratique, mais c'est le genre de détail que c'est vraiment cool quand c'est cool. C'est cool, puis tu sais, c'est pareil, genre, il y a le président qui est comme... Oui. Vous avez 20 secondes. Vous avez 20 secondes. Constamment, vous avez 20 secondes. Puis il y a un criquet espion à un moment donné. Qui se pointe avec genre une antenne sur le dos. Puis comme, mon Dieu, mais qu'est-ce que ça fout là, ça? Puis là, il se fait juste écraser, puis le gars de l'autre bord se fait balancer un gros high pitch dans les oreilles, là. Mais c'est que des détails comme ça. C'est que des détails de même. OK, si ça se passait dans un futur un peu loufoque, qu'est-ce qui se passerait? C'est ça, exactement. Il y a une grève des éboueurs à l'aéroport. Donc, il y a que des déchets partout. Comme vraiment dans les déchets. C'est comme, oh non, c'est normal, il y a une grève des éboueurs, tu sais. C'est tellement cool. Puis il y a des Aziz Lumière, ça c'est très connu. Oui, Aziz Lumière, le classique. L'école du début, là, tu sais, d'ailleurs, les gros robots gentils. Fait que t'es comme, ok, mais pourquoi vous pouvez pas marcher plus vite, vous autres, là? Vous marchez tellement lentement que genre, il y en a un qui se laisse enfermer dans le tombeau puis qui laisse juste la clé dépasser avec son doigt, du petit bout de muret qui se referme sur son doigt. T'es comme, étrangement, il est pas là à la fin quand ils ouvrent la porte, mais c'est pas grave. Il a réussi à se couper le bras puis à partir. Oui, exactement. C'est lui, 127 heures, le film. C'est exactement. Puis, tu sais, mettons que tu regardes ça, l'un des trucs qui avait été... Ben, c'est sûr que dans ce temps-là, c'était plus difficile de faire des fois des effets spéciaux, mais l'un des trucs qu'on reprochait, par exemple, à l'ancien film de Dune, quand tu le regardes à nouveau aujourd'hui, c'est les costumes en rubber, en caoutchouc. Ouais. Ben, les aliens dans le 5e élément... c'est du gros caoutchouc. Oui. Ils ont des faces de caoutchouc sur un méchantant, eux autres, tu sais. Fait que là, c'est ça, tu regardes ces éléments-là, puis tu te dis, hey, c'est un film culte, mais quelqu'un le regarderait aujourd'hui, là, un jeune ou je ne sais quoi d'aujourd'hui, ben, je sais pas s'il est très tant que ça là-dessus. Je pense que c'était le sommet du caoutchouc. Oui, le 5e élément. C'était non, c'est le sommet du caoutchouc. Le sommet du caoutchouc, c'est bon ce col-là. Puis tu sais, au début, tu disais, est-ce qu'on pourrait refaire ce film-là? Je veux qu'on fasse l'exercice. J'ai pas le choix, je m'excuse. Je reviens avec Edgar Wright, mais il faut que ce soit lui. C'est sûr qu'il faut que ce soit Edgar Wright. Le montage, puis la planification de ces films fit à 100% avec le style du 5e élément. Ouais.
qui tu prends pour faire le héros? Parce que là, on sait aussi que Bruce Willis n'a plus les capacités non, il n'y a plus les cognitives capacités, pour assumer des rôles. Qui je prendrais pour faire le héros principal? C'est une bonne question. Parce que pour les acteurs, il n'y a plus le star power qu'il y avait dans les années 90. Non, c'est ça. C'est ça. T'avais Matt Damon, t'avais Ben Affleck, t'avais George Clooney, t'avais Corbin Dallas lui-même. C'est drôle ça. On a-tu le droit d'avoir... Je pense vite de même à un acteur français. Je peux-tu aller là? Oui, tu peux. Je pense à... on retourne en France. Je pense à François Civil. François Civil. Oui, qui est un bon pote à Pierre Ninet. Fait que... ouais, là, je te vois que je te perds. Ah oui, c'est le cousin de Georges Groutanglan. C'est l'ami de Sylvain Suilal. Sérieux, tu me dis des noms, ça me dit rien. Tu peux me dire n'importe quoi. Ah, c'est con. Ok, mais non, c'est ça. Fait que François Civil. Puis, ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi je le verrais bien, lui. Je verrais bien sa belle face dans un acteur principal, mais bon, ça se peut que son accent soit un peu pourri. Comment il s'appelle l'acteur de Game of Thrones qui fait Jon Snow? Kit Harington. C'est Kit Harington français. Ah oui, c'est ça. C'est Kit Harington. Je le regarde. Ah, c'est drôle. C'est Kit Harington avec une gueule de français. Avec une gueule de français. La gueule de français. La gueule de français. Sinon, Étienne, ouais. On pourrait faire un genre de Gary Oldman, finalement, qui reprend le premier rôle. Attends. Tu le fais reprendre son propre rôle? Le rôle de Jean-Baptiste Emmanuel Zorg? Ah oui, non, excuse, Jean-Baptiste Emmanuel Zorg. Oui, non. Ok. Non. Ou Gary Oldman fait tous les rôles? Si c'est bon. Puis il y a juste une fois où il porte sa propre face, mais en caoutchouc. Écoute, c'est l'âge d'or du Robert. Le sommet du caoutchouc. Le sommet du caoutchouc. Oh my God. Edgar Wright, Gary Oldman, pas le temps de niaiser. J'aime ça. Exact. J'aime ça. Oh my God. Est-ce que je peux rester dans le caoutchouc? Ben oui, il reste dans le caoutchouc. Je reste dans l'univers du sommet du caoutchouc. Mon deuxième film, c'est Les Tortues Ninja 2. Oh! Le premier était, pour vrai, un bon film. C'était un film indépendant. Je pense le film indépendant qui a fait le plus d'argent. Le pire, c'est que j'ai vu le premier, mais j'ai jamais vu le 2. Puis j'ai vraiment des... Ben, j'ai pas tant de souvenirs, mais je me rappelle que j'avais aimé ça, le premier. Parce que Tortue Ninja, je veux dire. C'est ça, Tortue Ninja, puis c'était un bon film. Ouais. Puis, mais là, comme c'était un bon film, puis ils se sont dit... C'est une mode qui va passer, les Tortues Ninja. Les Pogs s'en viennent. Il faut qu'on fasse un autre film. Puis ils ont fait Tortues Ninja 2. Le film Tortues Ninja 2 est sorti moins d'1 an après le premier. C'est court. C'est très court. Ça a été. Regarde, le scénario, quel scénario? C'était mauvais, mais moi, c'était un de mes films préférés quand même. C'est le deuxième film que je suis allé voir au cinéma de ma vie. Le premier étant un re-release de Rox et Rookie. Que j'avais eu peur tout le long, que je m'étais caché dans... Mes parents m'avaient amené un gros oreiller pour que je puisse voir quelque chose, que je m'assoie sur une tour d'oreiller. Mais finalement, j'avais fini juste la face dedans parce que j'avais eu trop peur. Mais non, Tortue Ninja 2, on est arrivé 15 minutes en retard, puis il a fallu qu'on attende la représentation suivante. Puis, mon frère et moi, Tortue Ninja, c'était tellement big que... Non, on est resté assis, sage, à ne rien dire, à ne rien faire pour pouvoir voir le film. Puis, non, c'était bon. Mais j'y repense maintenant. C'était mauvais. C'était pourri. Tu sais, il y avait tellement eu de plaintes suite au premier de parents qui étaient allés montrer ces films-là à leurs enfants. Puis après, ils se sont dit comme, mais là, mon enfant, il est comme violent, soudainement. C'est comme, ben oui, mais t'as amené ton kid de 3 ans à voir des tortues magiques se péter la gueule, c'est ça. Mais bref. Puis
ils ont... Ça me fait juste penser au fait que t'avais peu de films ça on s'en a déjà parlé là, t'avais pas beaucoup de films à aller voir quand t'étais jeune, fallait que tu choisisses bien, etc. Mais c'est aussi que c'était un genre d'avantage social pour la cour de récré d'avoir ces références-là. Oui. Parce que si t'avais ces références-là, t'étais cool. Oui. Tu pouvais jouer les Tortues Ninja, puis tu pouvais faire des gags que les autres qui avaient vu les Tortues Ninja comprenaient. Exact. C'était comme, tu sais... Exact. Ouais, oui, puis... Non, c'est la valeur des Tortues Ninja pour les enfants à notre époque, là. C'était débile. Mais c'est ça, ils ont tellement censuré. Les tortues ne pouvaient plus utiliser leurs armes. J'ai comme fait quelques recherches parce que quand je me suis mis à penser au film, je me suis dit, attends une minute, je me rappelle que Michelangelo se battait avec des saucisses. Ah oui, hein? Mais mis à part ça, oui. Mis à part ça, les saucisses. Ouais, ben ils étaient à un food court là, puis à un moment donné, il y avait des saucisses, puis là ils décidaient de se battre avec des saucisses. Okay. Mais c'est ça. Je pense que j'ai fait des recherches parce que j'essayais de comprendre. Dans mes souvenirs, ils devaient se battre, right? Mais dans mes souvenirs aussi, à un moment donné, ils sont dans un filet. Mais là, Leonardo va sortir ses katanas pour sortir. Non, il oublie qu'il les a. Ben oui. Non, c'est parce qu'il avait pas le droit. Là. Il était comme, ils ont sûrement mis de la colle pour pas que ça sorte. Je sais pas. Mais non, c'est ça. Il y a eu trop de plaintes. Puis bref. Mais en même temps, les parents avaient raison parce que on sortait de ce genre de film-là. Puis on avait juste envie de se battre. Là, en blague, mais quand même. Étienne, tu sais, je veux dire, ça c'est le fameux débat de toujours là aussi. Est-ce que les jeux vidéo rendent violents? Est-ce que les films rendent violents? Est-ce que je pense que les humains ont toujours eu la capacité de se battre sans avoir à consommer des films, des jeux vidéo, à quel point les Tortues Ninja 2 ça t'a rendu violent? Je suis pas sûr. Je me dis dans les années comme 1600, il a dû avoir à un moment donné un père qui est allé voir son fils qui a dit là t'arrêtes de lire des livres, ça te rend violent, ça te rend stupide, va dans le vrai monde au lieu de sortir dans un monde imaginaire écrit avec des lettres. C'est sûr que c'est arrivé. C'est sûr. Si tu viens pas à table tout de suite, je te confisque ton livre pendant 1 semaine. Mon livre? Papa, tu comprends pas ma vie. Voilà, c'est ça. Puis, c'est drôle. J'ai noté, parce qu'il faut pas que je l'oublie. Est-ce que tu connais Vanilla Ice? Non. Bon. Vanilla Ice, c'était un rappeur qui était la caricature même du rap des années 90, mais il était blanc. Et donc, il était populaire face aux blancs qui étaient probablement racistes. Bref. Mais il était mauvais. Vanilla Ice. C'était pourri, Vanilla Ice. Mais il est dans le film. Il est dans le film. Et il y a un numéro musical et un numéro de danse avec Vanilla Ice. Et c'est malaisant. C'est malaisant. Ah là là. Mais je pense que le pire, juste pour te montrer à quel point le film est mauvais. Mauvais? Le boss de la fin, c'est Shredder, qui était aussi le boss de la fin dans le premier film. Ils ont tué dans le premier film. Finalement, il est pas mort. Ils l'ont écrasé dans un camion de poubelle, mais il est pas mort. Puis à la fin, il s'autodétruit lui-même en juste comme... Il est en dessous d'un quai. Hein? Puis là, il est rendu super gros. Puis là, il frappe les pontons. Okay. Et le quai s'effondre sur lui. Donc, il meurt encore, écrasé, encore. Par lui-même? Par lui-même. Les tortues n'ont rien fait. Ils se sont même pas battus. Je pense que ce qu'ils ont fait contre lui, c'est que Michelangelo a fait un solo de guitare, tu sais, un piano, guitare. Oui. Puis le haut-parleur a comme explosé, puis ça l'a envoyé comme au loin. Mais c'est le seul truc qu'ils ont fait. Tu sais, c'est... Ah ouais, hein? Mauvais avec un OV majuscule. Tu sais, c'est... Oui, mais en même temps, tu me le dis, puis je suis comme... Il me semble que j'aimerais ça regarder, ça. Ben oui! Puis, juste le tu sais voir. Quoi? Moi, j'ai adoré ce film-là. Ouais, puis je suis sûr que je le regarderai aujourd'hui, puis je serais comme c'était cool quand même, right? Mais quand j'y pense d'une façon comme cinématographique, c'est pourri. C'est pourri.
C'est pourri. Fait que c'était mon deuxième film. C'était mon deuxième numéro 3 dans le top 3 numéro 3. Ok, c'est bon. De mauvais. De mauvais. Donc, mon troisième de 3 et mon deuxième de la catégorie tu l'aimes ou tu le détestes. Oui. Oh, j'ai vraiment hâte de savoir c'est quoi. J'ai hésité entre plusieurs. Okay. Puis je suis allé avec un film absurde. Je vais commencer par dire: les soldats du 42e régiment d'infanterie n'étaient qu'une poignée face à l'ennemi. Ils réussirent à tenir la colline pendant 145 jours. Ce film ne raconte pas leur histoire. Hein? C'est genre, ben là c'est dans mes propres mots, mais c'est l'intro du film avec Alain Chabat. Écoute, comment j'ai pas pensé à ça? Cette intro-là, man, elle est débile. Il montre, je sais pas, des hélicoptères qui survolent. C'est comme tout début de film de guerre du Vietnam ou de je ne sais trop quoi, là. Puis il parle de cette histoire-là, puis c'est comme, ce film ne raconte pas leur histoire. Puis boum, t'es genre à la préhistoire. Ah, c'est drôle. Puis ça, alors, ça, encore plus, je pense, que le 5e élément, tu l'aimes ou tu le détestes. Il y a vraiment du monde qui l'adore. Moi, j'en fais partie. J'adore ce film-là. Mm-hmm. Puis il y a du monde qui déteste ce film-là. Il le déteste depuis qu'il est sorti. Puis c'est vrai que quand il est sorti, les reviews, elles étaient pas bonnes. Elles étaient vraiment pas bonnes. Mais il y a un corps que tout le monde connaît, probablement même au Québec, c'est « Il va faire tout noir, ta gueule ». Tu sais, je veux dire, à quel point ça s'est répandu dans la pop culture pour qu'on en parle encore tous aujourd'hui de cette affaire-là, tu sais. C'est quand même impressionnant, là. Ça, ou Pierre. Non, c'est plus Guy. Pierre. Le Guy. Non, Guy. C'est juste. Puis tu sais, c'est genre, il joue au biche-volet. Et là, il faut qu'il change de biche. Genre, c'est plein, tu sais, il y a un moment donné, il y a genre, l'histoire principale, c'est genre le premier meurtre à la préhistoire, là. La découverte du meurtre, au final, à la préhistoire. C'est quand même drôle, tu sais, c'est genre, je pense que c'est Alain Chabat, justement, qui dit, ou c'est le chef qui dit genre, j'aurais pu appeler ça un meurtre. Mais non, j'ai appelé ça un crime. Tu sais, comment les gens qui découvrent le crime, genre, pour la première fois, vont réagir entre eux. C'est quand même drôle. Puis là, c'est un ramassis de jokes un après l'autre. Puis c'est absurde, là. Tu sais, je veux dire, genre, à un moment donné, il y a un faux appel parce qu'il y avait pas de téléphone, fait que là c'est juste deux gars qui se parlent avec leurs mains autour de la bouche comme un haut-parleur, puis là ils se parlent, puis ils savent que de l'autre côté c'est le meurtrier en question, fait que là ils font juste se parler au téléphone, puis après la conversation au téléphone il y a un gars à côté, puis là il fait « Pouvez-vous me repasser la conversation, s'il vous plaît? » Puis le gars fait juste comme s'il était un magnétophone qui répète la conversation, puis dit « Ok, attendez, revenez, ralentissez. » Puis il fait « Je dis que... » Puis il dit oh, « Un son de grenouille, il doit être dans les marécages. » T'es comme, mais comment vous avez pensé à ça? C'est quoi le rapport? Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont vu Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. C'est fait par Alain Chabat aussi. Tout à fait. J'ai l'impression... Corrige-moi si mon idée est mauvaise, mais la comparaison que j'aurais à faire, c'est c'est ce film-là, mais sans squelette. Donc, c'est... c'est vrai. Astérix avait besoin de faire un certain sens et d'avoir une certaine histoire, puis, alors que ça pouvait être un peu n'importe quoi. C'est un blob. Astérix Mission et Cléopâtre, le squelette, il existe depuis déjà tellement longtemps avec les BD puis les dessins animés que c'est quand même c'est plus difficile de se planter parce que t'as déjà un squelette sur lequel t'appuyer, tu sais. Exact. Ouais, tout à fait. Puis il paraît que Alain Chabat, il se faisait un peu attendre au tournant par la critique parce que Mission Cléopâtre était sorti avant, puis ça avait été un franc succès. Puis là, quand est sorti, ben les gens s'attendaient tous à quelque chose qui allait comme probablement ressembler à Mission Cléopâtre, puis finalement, c'était pas pantoute ça, en termes d'humour, en termes de tout, tu sais, il y avait plein de trucs qui étaient loufoques, tu sais, genre, les ennemis, au final, qui sont genre tout peau rouge, puis les cheveux dégueux, au final, c'est les mêmes que les autres, c'est juste qu'ils se sont jamais lavés.
Ouais, parce qu'ils avaient pas de savon, genre. Ils avaient pas le shampoing. OK, mais c'est quoi à quel point vous poussez des jokes comme infime à un niveau genre cinématographique, tu sais, c'est intense de penser à ça, de se dire hey, les ennemis ça va juste être des gens qui se sont jamais lavés, mais en réalité ils se rendent compte qu'ils sont pareils que les autres, tu sais. C'est comme ok, on va pousser la joke, ok, c'est bon. Ouais, c'est ça. Fait que non, ce film là, puis il y a tellement de... Là-dedans, il y a beaucoup d'acteurs qui jouaient dans des troupes ensemble. Jean-Paul Rouve, Alain Chabat, je pourrais plus tous les nommer, mais il y a beaucoup de gens que tu retrouves qui ont fait des troupes de comédie puis de théâtre ensemble quand ils étaient jeunes, qui se remettaient souvent à jouer dans les mêmes films puis dans les mêmes affaires ensemble. Puis moi, je trouve qu'il y a une belle chimie entre tous les acteurs. C'est vraiment... c'est le fun à regarder, ce film-là. Puis, tu sais... Quand je l'ai vu, j'ai fait comme « Hey, c'est ben cool! » Je suis pas sûr que j'ai compris c'était quoi l'intérêt dans toute l'histoire puis l'intrigue, mais c'est pas ça le but du film. Non, c'est ça. C'est pas ça le but du film. Il veut vraiment... pas te raconter un fil narratif très clair, là. C'est pas si... Non. C'est pas ça qui est important. T'es plus témoin d'une gang d'amis qui décident de faire un peu n'importe quoi, un peu à la Monty Python, un peu le... Oui, c'est ça. On va juste s'amuser devant une caméra, puis on va essayer de faire quelque chose. Exact. Ça n'a pas besoin d'être très intelligent. Allons-y. C'est ça. C'est le fun d'être témoin de ça. Oui, exactement. Ouais. Exact. Puis tu sais, je te parlais, mettons, dans mon premier, Les Visiteurs, que l'humour était très grossier, les gags étaient très grossiers, mais là, il y a des gags un peu plus grossiers, mais tu sais, la majorité de l'humour, quand je dis c'est absurde, dans ma tête, pour moi, l'absurde, c'est de l'humour un peu plus fin parce que, il y a quelque chose de réfléchi en arrière de cette affaire-là, tu sais. Ouais. Fait que genre, tu sais, mettons, est-ce que tu veux une cloque? Parce qu'il fait semblant de fumer, mais en réalité, il est en train d'aspirer sa cloque, genre. Est-ce que tu veux une cloque? Ah non, merci, j'essaie d'arrêter, genre. Puis tu sais, c'est comme, mais ça, c'est drôle, tu sais. Moi, ça me fait rire, ce genre d'humour-là. Là. Je trouve ça excellent, mais c'est pas tout le monde qui triple là-dessus. Ouais. C'est très Alain Chabat comme joke. C'est ça. C'est ça. Puis tu sais, après ça, je veux dire, entre nous, on n'arrêtait pas d'en parler. Bon, il va faire tout noir ta gueule. Puis c'est aussi, vous êtes de retour à l'âge de Pierre. Salut Pierre. Salut Pierre. Ouais, c'est ça, salut exact. Pierre. Ouais. Salut Pierre. Puis vous avez vu ma femme? Oui, chef. Elle est belle, hein? Elle est oui, belle, chef. Toutes ces corps-là, tout le monde connaît ça. Partout, exact. Genre. C'est fou quand même. Un film que je saurais même pas tant te raconter, mais que je peux te citer des trucs. Puis je l'ai vu qu'une seule fois. C'est ça. Ah ouais. C'est drôle. C'est drôle. Ça goûte longtemps. Ouais, ça goûte longtemps. OK. Ouais, c'était ça mon troisième film. OK. Je sais pas comment tu vas faire la réception de ce que je vais te dire. Vas-y. Mais Star Wars épisode 1. Oh! Ah oui, hein? On va là. Oh, c'est intéressant ça. J'ai hâte de t'entendre. Oh. Mais pour vrai, pense-y. Tu sais, c'est... Jar Jar Binks? Ben, c'est ça. Ben, regarde, je m'en vais là, OK? C'est parce que c'est pas un bon film. C'est pas un bon film. OK, mais attends. Oui, c'est ça, mais la première fois que le jeune Étienne l'a vu, il a capoté, là. Moi, il a capoté, mais c'est clair. Ben oui. Mais je l'aime encore, ce film-là. Ah oui? Puis c'est pas ça le truc, c'est juste que je le regarde en tant que film, c'est pas un bon film. C'est un Star Wars, mais c'est pas un bon film. Mais c'est un Star Wars, ça veut dire... surtout, un prequel, c'est une exposition de lore. C'est vrai que tu regardes ça, puis tu te dis dans les 6 premiers... probablement que celui qui aujourd'hui est vu comme un navet, c'est la menace fantôme. Ça dépend. Oui, je sais, mais mettons Épisode que tu regardes... 2 aussi. Oui, mais l'attaque des clones, me semble, il y avait de quoi de... c'est pas plus sérieux, mais tu sais, il y avait de quoi de plus... on s'en allait vers quelque chose de plus dramatique puis de plus gros, je sais pas. Là, il y avait quelque chose qui buildait up, qui était intéressant, puis ça mène à la revanche des Sith, qui est quand même cool. Fait que, tu sais, j'étais comme... OK, oui. Puis la menace fantôme, c'est vrai que quand c'était sorti, là, c'était pas tout le monde qui tripait là-dessus. Jar Jar Binks, évidemment. Mais il y avait eu... Hey, man, Étienne, tu parles de ce film-là, mais il y avait eu un jeu vidéo auquel j'ai beaucoup joué avec mon ami. C'était pas moi qui l'avais, mais... Puis nous, on tripait tellement sur la menace fantôme, là. C'était trop cool, man, de jouer à ça. Je veux dire, Darth Maul.
Il y avait Star Wars Episode 1 Racer, un jeu de course. Tu sais, c'était juste étrange comme film, au point où, tu sais, mon fils commence à regarder des films. Mm-hmm. Puis la semaine dernière, il est venu me voir, puis il me dit « Hey papa, j'ai une question pour toi. C'est qui le personnage principal dans l'épisode 1? J'arrive pas à... C'est qui le personnage principal? » Puis j'arrive pour y répondre, puis je sais pas. Mais mettons que tu connais les autres, tu dirais « Ah, ben ça serait probablement Anakin. » Mais en réalité, Anakin... Il est juste là la deuxième moitié du film, tu sais. Puis tu le vois pas tant que ça, tu sais. C'est un enfant de 8 ans, puis c'est ça, il est très accessoire. Il est très, tu sais. Tu vois probablement plus Obi-Wan que... Mais Obi-Wan, il reste assis dans le vaisseau, puis il fout rien. Oui, c'est vrai qu'il fait rien. Puis Qui-Gon, ben ça peut être Qui-Gon. Qui-Gon, on le suit tout le long du film. Ouais, mais il meurt à la fin, puis il a plus le rôle du mentor. OK? Ben c'est Padmé, d'abord. C'est Padmé qui l'a... Mais je pense que c'est Padmé. Je pense que c'est Padmé. C'est drôle, ça. Ben oui. Mais en tant que personnage principal, elle a pas le spotlight ben. Non. Ben non, c'est clair. Mais où c'est Jar Jar? Ouais, hein? C'est peut-être Jar Jar. C'est peut-être Jar Jar, mais là, on rentre dans les théories du complot sur Jar Jar. Ouais. Darth Jar Jar. Darth. Ah ouais, hein? Ouais. Ah, ouais. C'est drôle, ça. La menace fantôme. Mais tu sais, aussi, comment c'est structuré, ce film-là, c'est... Il n'y a aucun script doctor qui est passé dessus. On en avait parlé sur notre épisode sur Lucasfilm. Ouais. Mais j'aime quand même ce film-là. Mais est-ce que je peux dire quelque chose, Étienne? Oui. C'est le premier film de Star Wars qui ramenait, je crois, de l'humour de la part des méchants. Je veux dire, les droïdes. Ouais. Parce que avant ça, les Stormtroopers, ils étaient pas si drôles que ça. Ils étaient non. Tu sais, ils étaient juste un peu dumb. Ils étaient un peu, en tout cas, très militaires, très... ouais, c'est ça. Mais fallait que les méchants aient l'air de méchants. Oui, c'est ça. Puis je dis pas que c'était une bonne chose, mais tu sais, la fameuse scène où Jar Jar Binks a genre un droïde attaché au pied puis qu'il arrive à péter des droïdes autour de lui... C'est comme, OK, ben c'est un effet comique, là. C'est ça qu'on veut. Moi, j'ai trouvé ça hilarant. Ben oui, c'était drôle. Vrai, quand j'étais petit, quand j'étais jeune, j'allais voir ça au cinéma, puis Jar Jar Binks, je l'avais pas détesté, mais pas du tout. Non, c'est ça. Je le trouvais bien plus le fun que C-3PO, qui est constamment en train de se plaindre. Oui, c'est vrai, C-3PO. Tu sais? C'est drôle qu'on ait jamais entendu C-3PO dire « Dans mon temps ». Il pourrait dire ça, lui. Ouais. Ah, c'est bon. Mais c'est ça. Moi, j'avais rien contre Jar Jar. J'ai aimé le film. Au début, honnêtement, je savais pas que le film était mal reçu. Pour moi, c'était top. Ben, pour moi aussi. Combats cool. Dans ma tête, c'était un chef-d'œuvre, cette affaire-là. C'était... Ouais. Puis on avait enfin quelque chose à se mettre sous la dent après la première trilogie qui était sortie, tu sais. Ouais. Fait que, non, je suis d'accord avec toi. Hey, c'est vraiment un bon choix, Étienne. Bon, ben, je suis content parce que je savais pas comment. Je pensais que t'allais faire comme, ben là, si Star Wars, ça marche pas. Non, mais en fait, j'avais la même crainte quand je t'ai dit 5e élément. Je me suis dit, OK, comment est-ce que je peux lui expliquer pourquoi je vois ça dans cette catégorie-là? Je suis tout à fait d'accord avec ton choix de 5e élément. Fait que, ouais. Salut, c'est Étienne du futur encore. J'arrête l'épisode parce que je voulais vous dire, on a eu une panoplie d'erreurs à l'enregistrement, de problèmes d'enregistrement. Principalement Baptiste. Baptiste a eu plusieurs problèmes lors de l'enregistrement. Et donc, on a perdu une partie de ses contributions, dont les réponses des astronautes à la question. Alors, je vais lire les réponses d'astronautes à la question et je vais utiliser RoboBaptiste pour réagir aux réponses des astronautes. Est-ce que tu es prêt, RoboBaptiste? J'aurais vraiment aimé ça être là. Et je suis un humain. Super, parfait. Alors, on a Potomax qui avait répondu à la question sur notre Discord. Potomax, lui, dit qu'il aimait bien les vieux films de super-héros. Les 4 Fantastiques et Ghost Rider, par exemple. Il dit, mais mettons que c'est plus au niveau du MCU. Oh, et le film de Mario. J'étais trop hype quand j'étais petit. Alors, Potomax également le film de Mario. Comme moi. RoboBaptiste, t'en penses quoi? Ben voyons, c'est drôle. Et je suis un humain. Super, merci RoboBaptiste. Merci Potomax, merci les astronautes. J'aurais vraiment aimé ça être là. Ça
va être tout noir. Ta gueule! Est-on rendu à parler de Patreon? Oui. Patreon. Cool. Patreon. Ben oui. On a créé un Patreon. Ouais. Dans le fond, l'objectif, c'est d'avoir le plus de gens possible qui vont suivre le Patreon. Pas pour faire des sous pour financer le podcast à l'origine. C'est plus pour avoir un endroit, en plus du Discord, pour que vous puissiez avoir des nouvelles de nous, pour que vous puissiez savoir quand il y a un nouvel épisode qui arrive. Parce que Patreon, ça, à l'origine, on pense toujours que c'est « Ah, ben, il faut payer pour être sur Patreon. » Mais non, nous, de la façon dont on a structuré ça, on a deux façons de s'abonner à Patreon. Il y a un tiers qui est comme gratuit, dans le fond. Vous pouvez juste suivre J'adore ça sur Patreon. Ouais. Et ça vous donne accès au Discord. Donc, si vous nous suivez sur Patreon, vous pouvez accéder au Discord. C'est comme si vous payiez $0 et vous étiez... Vous faites juste partie de la gang. Exact. Puis, on a décidé aussi d'avoir un tiers à prix modeste pour juste ceux qui veulent nous montrer leur encouragement, si ça vous tente. On a mis ça à $2. Donc, si vous voulez nous donner un petit $2, je pense qu'en euros, ça va tomber à comme 1,50 € ou un truc comme ça. Pour ceux qui sont en Europe. Puis je peux vous assurer que si vous nous soutenez, ben on pensera à vous mentionner. Puis on trouvera des façons d'interagir avec vous, peut-être pour que vous puissiez avoir des impacts sur certains de nos épisodes ou quoi que ce soit. Mais puis là, je tiens à le préciser. On n'est pas en train de faire un pas pour vous annoncer que dans 6 mois, on rend des contenus exclusifs à nos abonnés payants de Patreon. On n'est pas là. Non. Fait que c'est ça, vous continuerez à avoir accès à tous nos épisodes sur les plateformes habituelles, mais on a un petit Patreon pour créer une communauté, puis avoir peut-être du monde qui veulent nous soutenir plus personnellement dans ce projet-là. Exactement. Tu sais, nos attentes sont nulles par rapport à ça, mais c'est là. Puis si vous voulez... T'sais, en gros, on a appelé ça des capitaines de mission. Donc, si vous voulez être capitaine de mission, vous avez qu'à... c'est $2 par mois. On va vous nommer en tant que capitaine de mission à la fin de l'épisode. Puis, un autre bonus qu'on a mis, il y a un channel Discord dédié à vous. Puis, justement, c'est surtout pour, si jamais on a une idée spéciale, puis on veut que ce soit les capitaines qui en bénéficient, ben on vous communiquera de cette façon-là. Mais sachez que, oui, on a maintenant un Patreon et c'est juste une façon de plus de pouvoir nous encourager. Cool! Yes. Mes chers petits astronautes, merci d'avoir été des nôtres encore une fois pour cet épisode. Si vous désirez nous encourager, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a maintenant un Patreon. Exactement. Mais bien sûr, bien entendu, c'est un podcast qu'on fait. Alors, vous pouvez vous abonner au podcast. Vous pouvez nous suivre sur les podcasts, c'est gratuit. Donc, sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez en ce moment, si vous nous suivez pas, suivez-nous. Comme ça, chaque épisode, vous allez pouvoir avoir dans votre inbox quand ils vont sortir. Ce qui nous aide aussi sur cette plateforme-là, c'est si vous nous laissez un 5 étoiles ou un pouce en l'air ou un commentaire ou quelque chose qui va juste faire mousser l'algorithme un peu. Tout à fait. L'algo nous aide. Il y a aussi un petit site web, j'adore ça, podcast.com, qui vous permet de retrouver tous les liens pertinents pour nous retrouver ailleurs. Fait qu'on est sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Audible, Amazon Music et on est aussi sur les réseaux sociaux. Puis parlez-nous. Parlez-nous à vos amis. Oui, parlez. C'est le meilleur moyen de faire grandir la communauté. C'est « Hey, toi qui aimes le 5e élément, il y a 2 bozos qui ont un podcast qui en ont parlé. Hey, toi qui es dans ton char, arrête-toi un instant pour écouter les 2 bozos qui parlent de Tortue Ninja 2. C'est bon. Sur ce, tout le monde, on se voit au prochain épisode. Bye les astronautes. Salut. J'adore ça. J'adore.